Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Une grande partie de la communauté musulmane sénégalaise a célébré l'Eid el-Kabir ce lundi. Devenez-y à tous et à tous. Direct du studio Ali Moumar Alilo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 19 juin 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal dont voici le sommaire. Il en avait fait la promesse et même une priorité urgente. Le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé les premières mesures destinées à lutter contre la vie chère, un thème sur lequel les nouvelles autorités se savent très attendues 2 mois et demi après leur installation au pouvoir. Le ministre secrétaire général Ahmadou Al-Amin Lo sera l'invité de la rédaction. Vente de médicaments dans la rue, un danger permanent pour les populations, un crime qui perdure depuis des années et dont les conséquences sont désastreuses, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de la santé publique. Ce sont des jeunes et femmes qui sont formés et mis à niveau sur les questions relatives à leurs droits sur la santé, la lutte contre l'inondation, depuis la mise en service de l'ONG International Budget Partnership au Sénégal, IBP. En seconde partie, vous aurez l'actualité internationale, la page sportive, qui mettront un terme à ce 12 heures. Mesdames, Messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Seydi Hadj Libaas Mbaye assure les opérations techniques. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, le ministre secrétaire général du gouvernement a annoncé il y a quelques jours à la salle de conférence de la primature une baisse des prix des produits de grande consommation. Réduire certes les prix, mais veiller à l'approvisionnement correct du marché. Ahmadou Al-Amin Lo, le secrétaire général du gouvernement. L'outil de production doit être préservé et le consommateur sauvegarder son revenu disponible dans sa dépense. Il y a eu des séances de conciliation. Effectivement, c'était nécessaire. Et ça traduit toute la responsabilité que ce gouvernement veut jouer. Nous ne voulons pas de mesures, on va dire, populistes. Nous ne voulons pas de mesures à la va-vite. Il faut que ça soit concerté et c'est ce qui s'est fait. Il y a eu des gaps entre ce que le gouvernement voulait et ce que les commerçants ou les producteurs pouvaient. Et ça a nécessité donc des conciliations, soit en présentiel, soit en mode de conférence téléphonique. Et enfin, nous avons soumis au Premier ministre en validation donc ces mesures et qui ont été soumises à Monsieur le Président de la République qui les a approuvées. Je m'avais à présent donc vous donner les toutes premières mesures. Il faut le dire, c'est des mesures les plus urgentes. Mais ce n'est qu'un processus. Réduire certes les prix, mais comme je le disais, veiller à l'approvisionnement correct du marché, à la viabilité des entreprises, mais aussi à la soutenabilité de l'effort fiscal et budgétaire. La baisse des prix des denrées était le centre d'intérêt des Sénégalais et le nouveau régime s'en est désormais occupé. Plusieurs denrées de première nécessité ont bénéficié d'une baisse des prix. Réécoutons le secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al-Amin Lo. Les mesures suivantes ont été prises en ce qui concerne le sucre cristallisé. Après échange avec les importateurs et la compagnie sucrière sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA contre 650 francs CFA actuellement, soit une baisse de 50 francs CFA. Ça nécessite quand même qu'on veille à l'application de ces prix parce qu'il nous a été signalé, notamment par la compagnie sucrière sénégalaise, que ces prix homologués ne sont pas réellement les prix qu'appliquent les commerçants. Nous y reviendrons tout à l'heure pour dire qu'est-ce que nous ferons pour que ces prix soient respectés. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA, de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. Évidemment, ce sont les efforts sur la base de l'approvisionnement actuel du marché qui se fait sans le riz indien qui est le moins cher. Et pour le riz indien, le gouvernement a engagé des échanges avec le gouvernement de l'Inde et à l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. Et des échanges avec le gouvernement indien ont abouti au fait qu'un quota substantiel nous a été fixé pour permettre d'aller importer ce riz et abaisser le prix du riz en dessous de 400 francs CFA à partir du mois d'août 2024. Mais en attendant, une baisse de 40 francs a été fixée. En ce qui concerne l'huile raffinée, notamment l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans des bidons de 20 litres,
il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, les échanges ont été ardus et soutenus avec les boulangers, avec les meuniers. À l'issue des échanges, il a été retenu d'opérer une baisse de 15 francs CFA en entendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. À l'instant, le secrétaire général du gouvernement à la salle de conférence de la primature sur la baisse des prix des denrées de première nécessité. Santé, nous en parlons dans ce 12 heures. La lutte contre la vente des médicaments sous le soleil est un combat constant mené par les pharmaciennes. C'est un danger de mort pour les consommateurs sénégalais qui aiment la facilité. Ndeye Fatou Cissé s'est entretenu avec la pharmacienne Dr Fatou Ndiaye. Suivons ce reportage. 99% des médicaments de la rue sont des médicaments de contrefaçon. Il faut absolument les éviter. Les médicaments de la rue, un problème persistant au Sénégal. C'est un réel danger pour la santé dans la mesure où on ne connaît pas bien le dosage, on ne connaît pas bien si réellement ce qui est écrit sur les plaquettes, c'est ce qui est dans les tablettes, etc. Il y a également un réel danger sur la conservation. Il faut éviter les médicaments de la rue. Des personnes exercent le commerce, souvent au vu et au su de tout le monde. La population interpellée sur les risques sanitaires que la prise de ces médicaments peut générer. Et pour cause, dira la pharmacienne Dr Fatou Ndiaye. Les médicaments de la rue, la conservation cause d'énormes problèmes. Les médicaments de la rue, la fabrication cause d'énormes problèmes. Et les médicaments contrefaçon ne sont pas toujours les médicaments qu'on décrit. Le médicament, c'est le pharmacien qui le vend. C'est le pharmacien qui est habilité à donner les médicaments. Allez chercher vos médicaments dans les pharmacies. Il y en a pour toutes les bourses. Il y a des spécialités, mais il y a également ce qu'on appelle les médicaments génériques. Les médicaments génériques sont là pour combattre les médicaments chers. Mais il faut éviter les médicaments de la rue. La conservation pose effet. Le dosage pose énormément d'effets. Les personnes qui les manipulent ne connaissent pas également le médicament. Ils ne savent pas comment manipuler le médicament. Les médicaments qui sont en bonne et due forme ont un circuit. Donc, ce qu'on appelle le circuit du médicament. Il y a un transport, comme si je peux l'appeler ainsi, qui véhicule le médicament jusqu'au patient. C'est-à-dire du laboratoire au patient. Il y a un circuit que doit suivre le médicament pour arriver au patient. Et ce circuit-là passe par le pharmacien. Donc, un médicament qui passe par la pharmacie ne peut pas être un médicament contrefaçon. En 2023, la douane sénégalaise s'est fortement distinguée à travers des saisies récurrentes de médicaments contrefaits. En 2024, la drogue dans les filets des soldats de l'économie, dans un contexte où il est crucial de se poser la question relative au rôle que le Sénégalais lambda doit jouer dans cette quête de propreté. Alfayda FM 90.1 émettons depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar Alilo. L'info se poursuit. Éducation à présent. Un panel sur l'intelligence artificielle IA s'est tenu à l'université Ahmadou Mahtar Mbow. Selon Ibrahim Sissi, il faut changer de paradigme. Les enjeux de la présence de l'intelligence artificielle dans nos différentes activités restent à découvrir et surtout à appréhender. L'université Ahmadou Mahtar Mbow a abrité cet après-midi un panel très important dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous avons convié des spécialistes du domaine qui nous ont donné aujourd'hui énormément de satisfaction. Bien entendu, une idée majeure est sortie de ce panel parce que nous, quand même, nous sommes une jeune université, mais qui a quand même très tôt compris que l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, l'évolution des systèmes d'information, mais aussi aujourd'hui les exigences du public auxquelles nous devons faire face, doivent nous pousser à revoir notre forme d'intervention. Nous sommes dans une université où on enseigne. Et bien entendu, si on revisite un peu l'histoire, il y a évidemment des savants qui ont toujours prédit qu'il arrivera un moment donné où il faut changer de paradigme. Je pense bien que dans les milieux de l'éducation, ce changement de paradigme vient à son heure. Vient à son heure en ce sens que nous avons l'impression qu'on enseigne de la même façon qu'on nous a enseigné il y a de cela quelques années à l'université. Le moment est venu de changer ces approches. Enseigner autrement, évaluer autrement, mais aussi apprendre autrement. Pour l'universitaire Amadou Ngom, qui revient sur les opportunités qui sont importantes pour les entreprises et vont permettre à l'administration
l'administration sénégalaise d'être plus performante. Voici sa réaction. Les opportunités sont très très importantes pour à la fois les entreprises qui peuvent innover plus facilement avec cela, en fait relever des défis qui relèvent de leurs activités quotidiennes, mais également pour l'administration pour être plus performante, pour l'État pour en fait avoir une économie notamment de filières plus performantes parce qu'on sait plus prédire un certain nombre d'éléments, on sait plus organiser les filières. Donc il y a des opportunités très très importantes au point de vue économique pour l'État sénégalais, pour les entreprises aussi en termes de performance ainsi que pour les administrations. Pour l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Ahmadou Kane sur les défis et opportunités de l'intelligence artificielle, l'État doit prendre les choses en main, de faire l'intelligence artificielle une réalité en prenant en compte toutes les dimensions. Dr Seydina Moussa Ndiaye. Pour avoir une intelligence artificielle plus responsable au Sénégal, ce qu'il faut d'abord, c'est avoir notre souveraineté dans ce domaine-là. Donc il faut que l'État puisse prendre en charge cette problématique plus sérieusement. Fait un premier pas avec 2 stratégies, donc une stratégie sur les données et une stratégie sur l'intelligence artificielle, mais tous les acteurs sont conscients qu'il faut aller beaucoup plus loin, donc dans l'opérationnalisation de ces stratégies-là. Et il faut un dispositif national qui permette ça, donc on attend un peu de l'État qui prenne les choses en main et pour faire de l'intelligence artificielle une réalité au Sénégal, en prenant en compte toutes les dimensions, donc à travers un institut de l'IA, mais par exemple, qui permettrait d'opérationnaliser les 2 stratégies de données et d'IA que nous avons et asseoir un écosystème en fait performant pour une IA responsable au Sénégal. Alfayda FM. Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. L'info se poursuit également sur le www.radioalfayda.net. L'ONG IBP, International Budget Partnership, une organisation qui travaille sur les questions d'intervention citoyenne en utilisant le budget et les politiques publiques comme moyen de renforcement marginalisé. Malène Nyon, il est le directeur de l'ONG. IBP est une organisation qui travaille sur les questions d'inclusion citoyenne en utilisant le budget et les politiques publiques comme moyen de renforcement des groupes, notamment les groupes marginalisés. Notre travail touche essentiellement à 2 pans de l'action publique. D'une part, la fiscalité, pour la rendre plus juste, plus équitable, c'est-à-dire accompagner l'État, les collectivités territoriales dans le travail de mobilisation de ressources et leur réutilisation dans les secteurs prioritaires tels que les infrastructures, mais également les secteurs à forte valeur ajoutée pour le capital humain. Et d'autre part, travailler sur les dépenses publiques. Notre travail sur les dépenses publiques consiste à faire en sorte que les besoins et les droits des personnes les plus défavorisées, vulnérables, marginalisées, soient pris en charge, surtout dans le secteur de la santé, le secteur de l'eau et l'assainissement, également le secteur de la sécurité de l'eau, de la protection de l'environnement, en rapport avec les budgets des collectivités territoriales et les budgets de l'État. Notre objectif principal au niveau du Sénégal, c'est de faire en sorte que les budgets publics, les ressources publiques, soient un reflet des besoins des citoyens globalement et des citoyens les plus défavorisés plus spécifiquement. Lorsque vous regardez l'idée qui sous-tend l'utilisation des ressources publiques, c'est que la fiscalité est quelque chose à laquelle tout le monde doit participer. Tous les citoyens sénégalais, selon leur secteur d'activité, selon leur mode de consommation, vont être des personnes qui vont contribuer aux ressources nationales, aux ressources publiques. Et le fait de contribuer aux ressources publiques nous ouvre également droit, d'un autre côté, à l'accès à des services sociaux de base de qualité. Le Sénégal est un pays qui connaît des inégalités et des iniquités, comme tout autre pays, qui peuvent être liées à plusieurs facteurs. Aujourd'hui, prenez le cas des personnes qui vivent dans les quartiers défavorisés. Elles sont plus sujettes au risque d'inondation que ceux qui ne sont pas dans les quartiers défavorisés. Lorsque vous êtes dans la banlieue de Pikine, de Guédiawaye, de Keur Massar, de Rufisque, dans les quartiers non lotis, votre risque d'être sujet à l'inondation est plus élevé que celui qui vit à Sacré-Cœur, au Point E, vers Liberté, qui sont des quartiers lotis. Selon toujours le manager de l'ONG IBP, Malène Nyon, estime qu'il y a un travail à faire dans le secteur de la santé et compte redresser la carte sanitaire, le dialogue sur la gestion de la santé, la reproduction et de la santé primaire. Réécoutons le manager directeur général de l'ONG IBP, Malène Nyon.
Lorsque vous vivez aujourd'hui à Kidira, Bakel, dans la zone de la Falémé, vous avez non seulement l'exclusion territoriale, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe le long du fleuve de la Falémé, vous êtes exposé à des risques sanitaires, vous êtes exposé à des risques environnementaux auxquels quelqu'un qui est à Dakar n'est pas exposé. Lorsque vous êtes une femme qui vit dans des zones où les distances sont grandes, comme Linguère, comme Dara, comme Matam, eh bien, votre droit à la santé de la reproduction est plus menacé que celui de la femme qui vit dans une zone dans laquelle il y a une bonne distribution des centres et postes de santé où le plateau médical est relevé, etc. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que partout où le Sénégalais puisse être, que ce soit en zone rurale comme en zone urbaine, que ce soit en banlieue, en zone lotie comme non lotie, dans des zones exposées aux maladies zoonotiques comme dans des zones qui ne sont pas exposées à ces maladies-là, dans les zones où les distances sont longues comme dans les zones où les distances ne sont pas longues, qu'on puisse faire le plaidoyer, accompagner l'État, accompagner les communautés, afin que les citoyens puissent avoir accès aux services dans les mêmes conditions. Et pour cela, il y a un travail à faire tant du point de vue de l'État, de l'assistance technique, de l'accompagnement, de l'orientation, de la sensibilisation, de la mise en relation, mais il y a aussi un travail important à faire auprès des communautés, c'est de les organiser dans les associations, les mouvements, les coalitions dans lesquelles ils sont, les renforcer, leur faire connaître leurs droits, mais les amener également à savoir développer une demande à laquelle l'État pourra répondre soit par ses politiques locales, notamment au niveau des collectivités territoriales, soit ses politiques nationales, notamment au niveau des budgets des ministères. Et donc, c'est ce rôle de rapprochement des positions de financement de l'activité des organisations citoyennes, des organisations de la société civile, du renforcement de la dynamique citoyenne, de la construction d'une citoyenneté positive que nous sommes engagés et nous le faisons à Dakar, nous le faisons dans la banlieue de Dakar et nous le faisons dans 8 sur les 14 régions du pays. Alors, nos interventions sont des interventions sériées en 2 catégories. Nous avons les interventions de type profond, c'est lorsque nous avons une présence territoriale. Aujourd'hui, ces interventions sont au niveau de Dakar, de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque. C'est au niveau de Louga, de Matam, c'est au niveau de Dara, c'est au niveau de Bakel, au niveau de Tamba, au niveau de Ziguinchor, etc. 78e anniversaire du référendum de 1946 marquant la transformation de l'Italie en République. L'ambassadrice de l'Italie au Sénégal, Caterina Bertolini, revient sur les relations bilatérales entre le Sénégal et l'Italie qui se sont renforcées dans les domaines de la culture. Voici la réaction de l'ambassadrice de l'Italie au Sénégal. Monsieur le ministre, l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail. C'est ce que dit le premier article de la Constitution italienne. Nous sommes donc bien conscients de l'importance d'assurer à ses concitoyens et surtout aux jeunes du travail digne qui leur permette de faire face au futur avec sérénité. C'est pour cette raison que nous avons mis au centre de notre partenariat Italie-Sénégal 2024-2026 la formation, l'emploi et le soutien à la souveraineté alimentaire pour un développement durable, sans oublier de nouveaux domaines de collaboration tels que le numérique. La priorité que notre partenariat accorde aux jeunes nous a également poussé en tant qu'ambassade à ouvrir un bureau consacré aux échanges académiques et scientifiques, ainsi qu'à renforcer les réseaux de chercheurs et à promouvoir la possibilité pour les étudiants de passer des périodes d'études et de recherche en Italie, tout en doublant pour l'année académique 2024-2025 les bourses pour étudier dans les universités italiennes. Depuis l'ouverture de notre institut culturel à Dakar en 2020, nos relations bilatérales se sont considérablement renforcées également dans les domaines de la culture. Je suis d'ailleurs heureuse d'annoncer que l'Institut inaugurera ses nouveaux locaux ici au plateau dans les prochains mois, ce qui nous permettra de cultiver de manière encore plus efficace les liens culturels qui nous unissent. À ce propos, j'ai le plaisir de rappeler le film Moi Capitaine de Matteo Garrone, tourné au Sénégal, en Wolof, avec des protagonistes sénégalais, candidats aux Oscars. Selon toujours l'ambassadrice Bertolini,
qui revient également sur l'intégration de la présence institutionnelle italienne au Sénégal. Elle dira au ministre que notre pays pourra compter sur l'amitié et sur les partenariats avec l'Italie. Je tiens également à féliciter chaleureusement le Sénégal pour sa première participation à la Biennale de Venise en 2024. Je souhaite ensuite mentionner l'intégration la plus récente de la présence institutionnelle italienne au Sénégal, à savoir le nouveau bureau de l'ICE, Agence pour le commerce extérieur à Dakar. Grâce à cette nouvelle présence, notre partenariat dispose désormais d'un puissant instrument additionnel au service des entreprises italiennes et sénégalaises, qui s'ajoute aux activités menées par la Chambre de commerce italo-sénégalaise et de l'Afrique de l'Ouest, que je salue. L'ambassade continue d'assister les Sénégalais qui souhaitent se rendre en Italie, confirmant en même temps son engagement pour rendre les activités de réception des demandes et de livraison des visas les plus transparentes possibles, conscient d'un intérêt commun à éviter les voyages périlleux et les phénomènes de l'exploitation. En même temps, la taille grandissante de la communauté italienne au Sénégal, en Gambie, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry et au Mali, qui touche désormais les 5000 présences, va de pair avec un meilleur accès aux services consulaires. Je tiens à remercier les consuls honoraires et nos correspondants consulaires pour le rôle important qu'ils jouent. Messieurs les ministres, le Sénégal pourra toujours compter sur l'amitié et sur les partenariats avec l'Italie, sur les plans bilatéral, dans les instances multilatérales, ainsi que dans les rapports avec l'Union européenne, dont l'Italie est fièrement l'un des pays fondateurs. À l'instant, l'ambassadrice de l'Italie au Sénégal, lors de la célébration du 78e anniversaire du référendum de 1946 marquant la transformation de l'Italie en République. Quant au ministre Yankoba Diémé qui a plaidé en faveur de la régularisation des ressortissants sénégalais sans papier en Italie lors du 78e anniversaire du référendum de 1946 marquant la transformation de l'Italie en République, voici la réaction du ministre Yankoba Diémé. Je voudrais à cet égard me réjouir de l'accomplissement dont bénéficie le Sénégal dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration conjointe relative au plan indicatif pluriannuel de coopération et développement entre nos deux pays pour la période 2024-2026. Madame l'ambassadeur l'a si bien rappelé. Nous pouvons également nous réjouir de ces points positifs des relations de coopération entre nos deux polices nationales, encadrées notamment par le mémorandum d'entente que les deux gouvernements ont conclu en la matière. Sur le plan de la migration, l'Italie est l'un des premiers pays d'Europe en matière d'accueil de ressortissants sénégalais. La forte communauté sénégalaise d'Italie jouit d'un niveau d'intégration très appréciable. La décision des autorités italiennes de régulariser le séjour de plusieurs d'entre eux en 2020 constitue assurément une belle preuve de teranga à l'italienne et d'intégration entre nos deux peuples. Tout en félicitant cette heureuse initiative, je voudrais au nom du gouvernement sénégalais plaider pour son renouvellement. Je voudrais également saisir l'occasion pour relever l'importance de la poursuite des négociations entre nos deux pays visant la conclusion d'une convention sur la sécurité sociale, qui en sont au stade d'avancement très satisfaisant. Une fois signée et en vigueur, celle-ci, la Convention en matière de sécurité sociale, favorisera une meilleure prise en charge des préoccupations des immigrés sénégalais d'Italie. Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions à l'occasion est revenu sur la coopération italienne-sénégalaise. Notre pays a pris l'engagement de combattre la migration irrégulière. Réécoutons le ministre du Travail, Yankoba Diémé. Toujours sur ce volet relatif à la circulation des personnes, le Sénégal a pris l'engagement de promouvoir la migration légale et de combattre les formes clandestines, conformément au pacte mondial pour la migration sûre, ordonnée et régulière, le pacte de Marrakech.
Excellence, Madame l'ambassadeur, par conséquent, nous comptons poursuivre la collaboration avec nos 2 partenaires nationaux et européens dans ce domaine afin que les progrès tangibles puissent être réalisés. La gestion efficace de cette coopération, dont je viens de dresser une partie des contours, nécessite non seulement une volonté politique des 2 parties, mais aussi des représentants diplomatiques pleinement investis à l'attente des objectifs communs identifiés par nos 2 gouvernements. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous réitérer, Madame l'ambassadeur, le sentiment de la satisfaction des autorités les plus hautes de notre pays quant à la façon dont vous suivez et impulsez ces dossiers et aux efforts que vous consentez pour que ceux-ci soient couronnés de succès. Au nom du gouvernement du Sénégal, je voudrais vous en féliciter chaleureusement, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs, tout en vous encourageant à persévérer dans cette voie. Dans cette entreprise louable, vous pourrez compter sur le soutien constant de la partie sénégalaise, afin que notre partenariat s'inscrive résolument dans le progrès et la durabilité au profit des peuples italiens et sénégalais. C'est par ces mots que je voudrais clore mon propos, tout en vous souhaitant de passer un agréable moment. Je vous remercie de votre aimable attention. Actualité internationale. Il est 12h passé à Kaolack, 6h de moins sur la bande de Gaza. L'actualité internationale, c'est signé par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a vivement critiqué le rapport définitif d'observation du processus électoral publié par les églises catholiques et protestantes. Un rapport qui évoque de nombreux cas d'irrégularité 6 mois après la tenue des scrutins. Actualité internationale. Au Bénin, la justice a condamné à Cotonou à 18 mois de prison avec sursis 3 Nigériens arrêtés la semaine dernière au port de Semekpodi dans un contexte de brouille diplomatique entre Niamey et Cotonou. Les 3 accusés étaient poursuivis pour attestation et usage de fausses attestations, mais la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a requalifié les faits en usurpation de titres et usage de données informatiques falsifiées. Tous les 3 avaient plaidé non coupables. Moumouni Adiza Ibra, la directrice générale adjointe de la société pétrolière Wapco Niger, fait partie des personnes condamnées. Elle a notamment expliqué que son équipe était venue dans le cadre du chargement du 2e navire de pétrole avec une autorisation du ministère des Mines et de l'eau béninois. Ils ont été arrêtés le 5 juin sur le port béninois de Semekpodi, lieu du chargement de pétrole nigérien pour l'exportation. 2 autres personnes également arrêtées au même moment avaient été relâchées vendredi. Actualité internationale. En Algérie, des manifestations et blocages de routes ont eu lieu dans la région de Tiaret pour protester contre une grave pénurie d'eau potable, un problème que le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune avait promis de résoudre avant la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Actualité internationale. La Malaisie se prépare à rejoindre le groupe des économies émergentes des BRICS, a déclaré le Premier ministre Anwar Ibrahim dans une interview accordée à un média. Nous avons pris une décision, nous allons bientôt mettre en place les procédures formelles, nous attendons juste les résultats finaux du gouvernement sud-africain, a déclaré M. Anwar. Le groupe des BRICS comprenait à l'origine le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui lui ont donné son acronyme. Actualité internationale. Un envoyé américain est arrivé hier en Israël pour faire pression en faveur d'une désescalade avec le Liban. Un responsable israélien est déclarant pour sa part que le Hezbollah a tiré plus de 5000 projectiles vers Israël depuis le début de la guerre à Gaza. Actualité internationale. Des milliers d'Israéliens ont manifesté contre la conduite de la guerre à Gaza par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou et pour la tenue d'élections anticipées. La police israélienne a fait état de 9 interpellations, certaines liées, selon elle, à des violences contre les forces de l'ordre et indiqué que des policiers avaient été légèrement blessés. Actualité internationale. Vladimir Poutine est en visite officielle en
en Corée du Nord. Il s'agit de la première visite du président russe dans ce pays depuis plus de 20 ans, ce qui souligne le rapprochement en cours entre Moscou et Pyongyang. Actualité internationale. Plusieurs dizaines de soldats nord-coréens ont franchi la frontière avec la Corée du Sud avant de battre en retraite sous les tirs de sommation de l'armée sud-coréenne. Un acte accidentel, a fait savoir l'état-major interarmé de Séoul. Actualité internationale. L'ancien premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a bénéficié ce mardi d'une libération sous caution dans une affaire de lèse-majesté à haute sensibilité politique. Le milliardaire, âgé de 74 ans, a quitté un tribunal de Bangkok après le versement d'une caution de 12 600 €, ont indiqué les juges dans un communiqué. L'ex-dirigeant qui a fui le pays en 2008 pour échapper à d'anciennes condamnations ayant trait à ses années au pouvoir entre 2001 et 2006 n'a pas le droit de quitter la Thaïlande, sauf en cas d'accord de la justice. Actualité internationale. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec du basketball. Afro-Basket U18 dans la zone 5. Les équipes ougandaises masculines et féminines confirment leur billet pour l'Afro-Basket. Le Sénégal devra faire face aux éliminatoires de la zone 2 composée de l'Égypte, de Madagascar, du Mali et l'Angola. Le championnat aura lieu à Antananarivo à Madagascar. Football à présent, Euro 2024. Hier, la Turquie a battu la Géorgie 3-1. Portugal de Cristiano Ronaldo a battu République tchèque 2-1. La deuxième journée de la poule A démarre à 16h. Allemagne joue Hongrie. Écosse joue Suisse à 19h. Plus tôt à 13h, Croatie joue Albanie. France, dans une vidéo publiée, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a donné les nouvelles de Kylian Mbappé et a confirmé qu'il devra se faire opérer du nez. Mercato, il est prévu que l'attaquant sénégalais Boulaye Dia signe avec la Lazio de Rome un prêt avec option d'achat pour 16 millions d'euros. L'FC Porto, prêt à offrir 15 millions d'euros au Barcelone pour Michael Ngor Faye avec une option de rachat en cas de vente. Le joueur du Jaraaf de Dakar, Aimé Tendeng, est transféré au Soudan, exactement à Al Hilal. Il a paraphé un contrat de 4 ans. Tout de suite, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction. La rédaction de la radio Al-Fayda reçoit le ministre secrétaire général du gouvernement Ahmadou Al-Aminolo sur la baisse des prix des produits de grande consommation. Suivons à présent son discours tenu à la salle de conférence de la primature. Pour assurer cette régulation, le gouvernement va revenir au système des magasins témoins. Dans toutes les localités, des magasins témoins vont être mis en place, en impliquant les jeunes et les femmes. Ça créera des emplois et ça donnera également une traduction concrète de l'engagement du gouvernement désormais de faire du service civique et des volontaires civiques une arme de développement. Donc ça va être mis en place au travers des magasins témoins. Les moins jeunes s'en rappelleront, la Sonadis, qui était donc une société de l'État qui parvenait à réguler les prix. C'est pas pour aller concurrencer, mais c'est pour aller faire de l'affichage clair et net. Il y a également le marquage des importations et la digitalisation. Nous allons utiliser beaucoup de la digitalisation pour que les spéculations et les marges indues ne soient plus de mise. En ce qui concerne le pain, le décret relatif donc à la vente du pain va être également réactivé de sorte que les prix tels qu'annoncés puissent être mis en œuvre. Ça, c'est des mesures d'accompagnement pour les premières mesures que je viens d'annoncer. Mais ce qui s'offre surtout, parce que le projet a été plébiscité par les Sénégalais pour assurer une autre façon de gérer. Et là-dessus, le Premier ministre viendra au niveau de sa déclaration de politique générale. Un nouveau référentiel de politique économique, sociale sera mis en œuvre avec une vision sur 25 années. Une vision qui met la souveraineté alimentaire au centre des préoccupations.
et avec de très grandes réalisations attendues dès ce premier plan quinquennal 2024-2029. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un coût de la vie au Sénégal parmi les moins chers en Afrique, en boostant la production locale, mais surtout en réduisant les coûts engendrés par de l'intermédiation non indispensable. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans les filières. Ce qui a été retenu, c'est que désormais, pour l'approvisionnement en produits essentiels, le ministre en charge du commerce est en train de travailler là-dessus. Je parle notamment du pétrole, je parle notamment du riz. L'État s'est rendu compte que sur le pétrole, il y a des marges qui ne s'expliquent pas. Parce qu'il est anormal qu'un produit pétrolier qui coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal. Au Burkina, par exemple, qu'au Sénégal. Et l'analyse a vu qu'il y a des coûts indus. Et donc l'État va s'engager dans des appels d'offres. On l'a fait pour l'engrais, ça a réussi. On le fera pour tous les produits de grande consommation et qui peuvent avoir un impact sur le coût de la vie. Les détails seront passés en revue et comme nous l'avons fait avec ces mesures que je viens de vous annoncer, ça se fera avec méthode et dans toute la sérénité requise. Il a été également décidé que les commerçants qui sont particulièrement actifs dans le négoce puissent quand même commencer à aller investir la production, ou en tout cas la commercialisation des produits qui sont localement disponibles à travers surtout les aménagements qui ont été faits. Donc désormais, ce sera concerté, mais ça a été décidé. La délivrance des déclarations d'importation de produits alimentaires sera conditionnée à une implication dans la production et ou la commercialisation de produits alimentaires cultivés localement. Parce qu'il n'est pas normal que le négoce soit le seul élément par lequel des gens arrivent à faire beaucoup de marge, sans pour autant que la production locale n'en profite. Il a été également décidé, parce que l'électricité coûte cher, le gasoil, l'essence, que nous allons diversifier les sources d'approvisionnement en pétrole du Sénégal. C'était là le ministre secrétaire général du gouvernement, Amadou Aminolo, qui était l'invité de la rédaction. Merci à Sid Haj Libas Mbaye qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elaji Ibrahim Agaï. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Cheikh Tidiane Diagne. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. Il en avait fait la promesse et même une priorité urgente. Le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé les premières mesures destinées à lutter contre la vie chère. Un thème sur lequel les nouvelles autorités se savent très attendues 2 mois et demi après leur installation au pouvoir. Ahmedou Aminoulo, le secrétaire général du gouvernement, était l'invité de la rédaction. Vente de médicaments dans la rue, un danger permanent pour les populations, un crime qui perdure depuis des années et dont les conséquences sont désastreuses aussi bien que sur le plan économique que sur le plan de la santé publique. Vous avez suivi le reportage de Ndeye Fatou Cissé. Ce sont des jeunes et femmes qui sont formés et mis à niveau sur les questions relatives à leurs droits sur la santé, la lutte contre l'inondation, depuis la mise en service de l'ONG International Budget Partnership Sénégal, IBP. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive à l'invité de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Très bonne suite de programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.